Bonjour et bienvenue sur What's Up Bro et bienvenue pour la deuxième partie de notre simple podcast sur Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki. What's Up Bro, le simple podcast du lundi. Pas toujours. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre enquête pour savoir pourquoi La Pietà a été abandonnée. Et surtout, comme d'habitude, on va parler des œuvres sources du film. On a vu que le film pouvait être considéré comme un sequel, une suite directe aux aventures de Gulliver dans Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Donc on le rappelle, ce royaume qui s'est éteint il y a 700 ans est bien plus avancé technologiquement que le reste du monde. On a rapidement évacué l'hypothèse d'un événement comme une maladie ou un conflit armé. On a également posé la question de l'effondrement démographique, mais le royaume de La Pietà n'aurait-il pas connu son déclin à cause de son manque de ressources. Les ressources. Et oui, on l'a vu dans la partie précédente, l'idée morale derrière la reprise du motif de La Pietà par Miyazaki, c'est que personne n'est une île. Chaque individu est pris dans un réseau mondial. On n'existe pas seul. Mais ça se traduit aussi géopolitiquement. Un pays totalement enclavé existe difficilement. Prenons l'exemple du Japon avec le Sakoku, cette politique isolationniste qui commence en 1650, eh bien elle prend fin en 1842. Bon, pour des raisons compliquées, on va pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, cet isolationnisme était certes radical, politique d'expulsion, interdiction d'entrer sur le territoire ou de sortir du territoire pour tout japonais sous peine de mort, etc. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet isolationnisme n'était pas total. Le Japon n'était pas complètement coupé du monde. Et d'ailleurs, les ports maritimes ouverts aux étrangers existaient malgré tout, notamment sur l'île artificielle de Dejima dans la baie de Nagasaki. Il y avait toujours des relations diplomatiques avec la Chine, avec la Corée, avec le royaume des îles Ryukyu et même avec les Néerlandais. Oui, il y avait même une sorte de comptoir néerlandais, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas des infrastructures néerlandaises peuplées de Néerlandais. Et on le rappelle, dans le livre, l'isolationnisme mental de La Pietà est quand même un parallèle à celui politique du Japon de l'ère Edo, parce que c'est l'époque à laquelle Swift écrit, parce que c'est l'époque à laquelle il vit. Et oui, quand Swift écrit, le Japon est en période de Sakoku, oui. Déjà, dans Les Voyages de Gulliver, publié en 1726, je le rappelle, et où l'île de La Pietà apparaît pour la première fois, c'est au cours du même voyage, dans la troisième partie, que Gulliver visite et La Pietà, et le Japon. Le Japon qui est d'ailleurs la seule étape importante des voyages de Gulliver qui ne soit pas un pays imaginaire. C'est assez étonnant de voir arriver le Japon. Limite, on est plus étonné de le voir visiter le Japon que de le voir visiter le pays où les gens font 15 cm ou alors le pays des géants. Bref, même pendant sa période isolationniste, le Japon avait besoin de commercer. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de ressources, tout simplement. Les ressources, ça reste un indispensable géopolitique. Et mon hypothèse, c'est que ce que le film raconte en filigrane, c'est que La Pietà s'est retrouvée dans cette situation exactement. L'île volante, le château dans le ciel, s'est mis à manquer de ressources. Prenons l'exemple de la pierre volante, qui sert littéralement à tout à bord de La Pietà, et qui permet notamment de faire flotter le château dans le ciel. Eh bien, il n'y a pas de gisement, pas de minerai à bord de La Pietà, pas de filon. Et donc, pour récupérer cette pierre volante, eh bien, il faut creuser dans les tréfonds du monde qui se trouvent plusieurs kilomètres en dessous. Et donc, il faut bien descendre, quitter La Pietà. Et on peut se dire, eh bien, progressivement, par manque de ressources, les Lapuciens ont tout simplement migré vers la terre ferme et ne sont alors restés sur l'île que ces quelques savants complètement détachés de la réalité dont on a parlé dans la précédente partie. Voilà qui a sans doute mené à la lente extinction d'un royaume. Mais attends, vous allez me dire, il s'est posé pendant des siècles le problème des ressources, non? Alors pourquoi ça aurait pas causé l'extinction plus tôt? Comment est-ce que cette île a pu tenir pendant tous ces siècles? Eh bien, et si la masse ouvrière des peuples d'en bas s'était rendue compte qu'elle détenait les moyens de production et les ressources et s'était révoltée? Alors oui, c'est un petit peu pré-marxiste comme conception, j'en conviens, mais c'est un petit peu dans le bouquin à ce moment-là. On l'a dit,
les ressources, elles sont en bas. Donc il a fallu pour la Piuta trouver un moyen de les récupérer. Et ce système de récupération, il est très simple et il est décrit dans le livre. Les habitants du château dans le ciel envoient des cordes par-dessus bord et les gens d'en bas y accrochent des vivres, des matériaux, des pétitions, etc. Et vous allez me dire, mais attends, ça veut dire qu'il y a un pays qui possède des armes de destruction massive directement pointées vers le pays qui doit les nourrir? Oui. Oui, c'est ça. Et là, vous vous rendez compte que le château dans le ciel n'est pas une petite île flottante toute mignonne. Non. Non, la Piuta est un pays qui exerce un chantage monstrueux et qui use d'un pouvoir tyrannique pour asseoir sa domination. Par conséquent, il est temps de parler du monde d'en bas. Il est temps de parler de Balnibarbi. Oui, Balnibarbi, c'est le nom du continent qui se trouve en dessous de la Piuta et qui est exploité par elle dans les aventures de Gulliver. Et je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle. Et puisque Chiita et Pazu vivent dans le prolongement des aventures de Gulliver, eh bien, ils vivent donc sur Balnibarbi. Voilà, c'est comme ça, maintenant, il faut vivre avec. Je sais, c'est dur. Tout simplement, déjà, il faut savoir que Jonathan Swift, l'auteur, est irlandais, et que Balnibarbi, le pays qui transpire pour fournir à manger à son oppresseur là-haut, est une allégorie de l'Irlande. Là où la Piuta, l'oppresseur, donc le pays colonialiste qui écrase tous les autres peuples, c'est l'Angleterre. Donc autant vous dire tout de suite que si l'île volante s'appelle la Piuta et que ça vous a fait rire, eh bien ça n'est pas un hasard. Non, mais vraiment, Swift parlait plein de langues et il l'a appelé comme ça parce qu'il déteste l'Angleterre. Donc voilà, si vous avez fait un peu d'italien ou d'espagnol, vous ne verrez plus jamais ce joli film d'animation de la même manière. Non, ne me remerciez pas. Quand Gulliver visite Balnibarbi, il est consterné. Même dans les rues de la capitale, les gens sont pauvres, mal vêtus, malheureux. Les maisons sont en ruine, les champs sont tous dans un état épouvantable. Pourquoi? Parce qu'un groupe d'émissaires scientifiques de la Piuta, comprenez donc des Anglais. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce sont des gens de Balnibarbi, mais qui se sont formés à la Piuta. Dicte sa loi dans le pays en se basant sur ce qui lui paraît le mieux. Et ça, sans tenir compte ni des mœurs des gens, ni de la réalité du terrain. Et puis, il décide aussi de surveiller les opposants au régime et de tenir des fiches sur eux. Des fiches très précises. Mais alors, quelle est vraiment la nature du lien entre Balnibarbi et la Piuta? Eh bien, déjà, on peut dire que la Piuta a été construite à partir de Balnibarbi. Tout simplement parce que si la Piuta flotte dans le ciel, c'est parce qu'elle est construite à l'aide d'un matériau qu'on trouve à Balnibarbi. Vous vous souvenez de la petite pierre volante et puis aussi du cristal géant qui permet à l'île de flotter? En fait, il fonctionne un petit peu comme un aimant. Et voici ce qu'en dit le bouquin. C'est grâce à la force magnétique de cet aimant que l'île est capable de monter ou de descendre et de se déplacer d'un point à un autre, puisque partout sur les domaines terrestres de Balnibarbi, ce même minerai abonde. Ce qui explique que la Piuta ne survolera jamais nos pays, car elle ne peut se déplacer en dehors du rayon d'action de cette roche spécifique à Balnibarbi. Voilà comment l'auteur justifie, comme le petit chenapan qu'il est, le fait qu'on n'ait jamais vu la Piuta par chez nous. Tout simplement parce qu'on n'a pas de gisement de cette pierre volante dans nos continents. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien, ça nous rappelle que la Piuta est complètement dépendante de Balnibarbi. Sans Balnibarbi, la Piuta ne tient plus. Ça fait beaucoup penser au discours sur la servitude volontaire de la Boétie, d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder si vous l'avez pas lu. En tout cas, je vous invite à garder en mémoire cette dépendance de la Piuta à l'égard de Balnibarbi. Alors, il est déjà arrivé que des villes se révoltent contre l'île volante, et dans ce cas-là, le roi de la Piuta, eh bien, il fait déplacer l'île au-dessus du territoire concerné, il les prive donc, il prive les gens de lumière, du soleil et de la pluie, donc les champs pourrissent, les gens tombent malades, c'est la misère, la mort, la monarchie éclairée classique, quoi. Et d'ailleurs, si la révolte persiste, alors le roi de la Piuta n'hésite pas carrément à abaisser l'île sur la ville concernée et à
annihiler complètement ce qui se trouvait en dessous. Dans le film, ce qu'on voit, c'est cette espèce de rayon laser qui rappelle fortement le champignon d'une bombe nucléaire quand même. Mais c'est la même idée, c'est une arme qui détruit absolument tout sans le moindre recours. Mais donc en fait, quand on y réfléchit, Muska, il a raison quand il dit ça à Shiita, quand il lui dit « Je crois que tu imagines Laputa comme une sorte d'île au trésor ». Mais Laputa flotte au firmament grâce à une science terrifiante, et ce fut un empire terrifiant qui a dominé la terre entière. Si jamais une telle chose flotte encore dans le ciel, tu comprends que c'est un danger pour la paix dans le monde. Shiita comprend et apprend par la même occasion qu'elle est la descendante des oppresseurs. Voilà peut-être pourquoi elle cède aussi facilement à Muska quand il lui demande de démanteler l'arme nucléaire qu'est Laputa. Bon, il y avait aussi quand même l'histoire du chantage sur Pazu, mais passons. Parce qu'elle reconnaît les crimes de guerre de son royaume d'origine, et qu'elle est convaincue par son discours anti-nucléaire affiché. Parce que oui, en filigrane, le discours de Muska, c'est le discours des forces nucléaires en présence aujourd'hui. Les missiles atomiques en tout genre sont des armes de dissuasion, elles sont là pour ne jamais servir, pour empêcher la guerre, etc. Le discours c'est « personne n'osera utiliser la bombe nucléaire, sinon ça serait un véritable déluge de missiles nucléaires ». La conclusion de Shiita par rapport à ça, elle est logique. Mieux vaut détruire cette incroyable Laputa, même si elle est riche en belles promesses. En somme, mieux vaut démanteler l'arsenal nucléaire, voire militaire. N'oublions pas les deux traumatismes qu'ont été au Japon l'annihilation de Hiroshima et de Nagasaki par des bombes nucléaires, des bombes A. Et au moment où Pazu et Shiita détruisent Laputa, c'est pas pour rien si c'est un chœur d'enfants qui chante. Ce sont les enfants qui prennent le pouvoir et qui redonnent espoir à l'humanité en détruisant les machines de guerre. D'ailleurs, c'était déjà pas un hasard si le véhicule qui arrive en premier là-haut sur le château dans le ciel, c'est le planeur, prouvant qu'un appareil sans armes peut quand même être celui qui gagne à la fin. La guerre apocalyptique. Donc le rapport de force entre Laputa et Balnibarbi, il est là. Laputa est un tyran qui possède l'ultime menace, alors que Balnibarbi possède les ressources, la force de travail et les moyens de production. Si un jour le peuple d'en bas se révolte et décide d'utiliser de son moyen de négociation, de se révolter, de faire un embargo ou bien tout simplement de faire grève en somme, alors dans ce cas-là, le royaume de Laputa appuiera sur la détente afin de se faire craindre et que la production reprenne. Parce qu'ils font chier ces syndicalistes. Ils peuvent pas travailler avec un couteau sous la gorge comme tout le monde. Dans le livre, on apprend que c'est arrivé par le passé. Certaines villes ont engagé le bras de fer avec le royaume. Et si on prenait cette fois l'hypothèse de l'événement et que le royaume de Laputa était mort à cause d'une grande guerre. Vous allez me dire, mais dans la première vidéo, t'as dit que c'était pas possible. Sauf que j'étais parti du constat que Laputa était intacte. Ce qui est vrai, à part l'impact du temps, ça, on en a parlé. Mais il y a un scénario de conflit armé qui explique quand même comment Laputa tient encore debout, mais complètement déserte. Le voici, il se déroule de la sorte. Balnibarbi se révolte, Laputa riposte à coups de bombes, de lasers et de robots destructeurs. Balnibarbi résiste, Laputa détruit absolument tout, le monde est laissé dévasté, les terres sont complètement anéanties, le continent de Balnibarbi n'est plus qu'une vaste terre apocalyptique. Il n'y a donc plus de production massive possible, les gens d'en bas subsistent comme ils peuvent pendant des siècles, dans un territoire modifié à tout jamais. Enfin, le peuple des Lapuciens, privé de ressources, s'éteint et avec lui se perdent des connaissances scientifiques millénaires. Seuls ont survécu les quelques Lapuciens qui ont quitté le pays, probablement après ce grand anéantissement, et sans doute parce que ceux-ci avaient conscience que c'était leur dernier moyen de survie. Quand t'as plus rien à bouffer, tu vas là où tu peux bouffer. Mais comment tu l'appuies, cette théorie? Eh bien, pour l'établir, je me fonde sur 3 sources. La première, c'est une déclaration de Miyazaki lui-même. « Je veux voir la mer monter, engloutir Tokyo et faire de la tour NTV une île. L'argent, le désir, tout s'effondrera et de grandes herbes folles recouvriront les décombres. »
Ok. Vous inquiétez pas, hein, il va bien, et ça a juste une valeur cathartique pour lui. La catharsis, la purgation des passions. Ah, je vois des trucs horribles au cinéma, du coup j'ai plus envie de les faire, voilà. Et ce goût pour le récit cataclysmique, il l'a déjà expérimenté et mis à l'épreuve dans son film précédent, Nausicaa de la vallée du vent. La deuxième source, c'est le générique du Château dans le ciel, le générique de début, et la troisième source, c'est justement Nausicaa de la vallée du vent. Mais comment? Pourquoi? Vous allez voir. Le générique. Et oui, parce que le générique d'intro, il éclaircit les zones d'ombre du scénario. Regardez, on a des allégories du vent qui souffle, comme dans les cartes de la Renaissance. Ce fort vent anime des constructions qui ont des pales, qui ont un format de moulin, quoi, en quelque sorte. Je pense qu'on peut dire que ce sont des moulins, avec quand même un fonctionnement de machine à vapeur derrière, bon. Moulins qui se multiplient, qui se complexifient et qui polluent de plus en plus, avec force coups de piston. Et puis on passe à d'ingénieux modèles d'excavatrices. Un petit rappel en passant que les ressources premières sont le nerf de la guerre. Retour à la surface, toujours plus de production et de pollution, le ciel est de plus en plus noir, on multiplie les engins volants et on part à la conquête du ciel, puis dans un ciel duquel la lumière a complètement disparu, un vaisseau gigantesque façon Hindenburg décolle, toujours mu en partie peut-être seulement par la force du vent, grâce à des hélices. Le ciel devient alors saturé d'engins volants, c'est carrément les bouchons dans le ciel, et là, au plus fort de la création humaine, on parvient à ériger une véritable cité volante, mue par des hélices toujours, que ce soit celle sur les côtés ou bien même une gigantesque hélice en dessous, et plus fou encore, cette civilisation est parvenue non pas à ériger un seul château, mais toute une armada de châteaux dans le ciel. Bon, alors ça, le livre n'en parle pas, mais le point commun entre le film et le livre, c'est que les personnages principaux ne voient qu'une seule île, celle de Laputa. Pour eux, c'est la seule qui existe. Puis viennent de gros nuages noirs, la lumière a totalement disparu, de grands éclairs noirs déchirent le ciel et dévastent les cités volantes. Clairement, là, c'est la guerre. L'un de ces châteaux volants, voire plusieurs, s'écrase au sol et laisse sa population se déployer à terre. Il ne s'agit pas de Laputa, parce que Laputa vole toujours. Donc Sheeta et Muska ne descendent pas de ces gens-là, parce que c'est pas Laputa qui s'est écrasé. Laputa, elle est encore dans le ciel. Donc, ils n'ont rien à voir. Et tandis que la folie des humains mène à la naissance puis à la mort des civilisations, le vent, lui, souffle toujours. Et justement, ce film commence sur un nouveau cycle. On repart au début des recherches technologiques, au début du générique finalement. Une grande différence. Cette fois, au pied du moulin, on trouve Sheeta. Ainsi, on comprend qu'elle est l'héritière de deux mondes dévastés par la guerre, une guerre dont on a même perdu la mémoire. C'est pas un hasard si après ce générique, juste après, on voit quoi? On voit Sheeta qui tombe du ciel et qui descend sur Terre. C'est parce que c'est exactement le chemin qu'a suivi sa famille. Elle était dans le ciel et elle est descendue sur Terre. Au passage, le générique nous confirme bien ce dont on avait l'intuition, c'est-à-dire que Pazu et Sheeta vivent dans un monde post-apocalyptique. Certes, il s'est sans doute déroulé plusieurs siècles depuis cette guerre mondiale, mais elle est au cœur de l'intrigue. La suite pas si directe de Nausicaa de la vallée du vent. Et la révélation, coup de théâtre fracassant, le château dans le ciel, et peut-être la suite directe de Nausicaa de la vallée du vent. Mais genre des siècles après, hein, qu'on s'entende, parce que c'est vrai que dans Nausicaa de la vallée du vent, niveau post-apocalypse, c'est vrai que c'est du lourd. Mais déjà, regardez, les deux films sont produits dos à dos, l'un après l'autre. Ensuite, dans Nausicaa, il y a ce qu'on appelle les 7 jours de feu. Je cite, « Au cours de la guerre qui fut désignée comme les 7 jours de feu, les cités humaines, répandant des substances empoisonnées, petit parallèle avec le générique, furent anéanties. Les savoirs techniques complexes et avancés, tiens donc, furent perdus et la surface terrestre dans son ensemble prit l'aspect d'un désert. » Ça fait quand même beaucoup de points communs. En gros, j'en parlais dans les vidéos sur Nausicaa, on s'est tellement pété la gueule à coups de bombes atomiques qu'il reste plus rien, et que presque tout le monde est mort. Je poursuis. Par la suite, la civilisation industrielle ne connut pas de reprise, et l'humanité dut faire face à une longue ère crépusculaire. Et ça, vous ne le trouverez pas entièrement dans le film, mais dans le manga de Miyazaki,
qui est à l'origine du film. Et si vous n'étiez pas au courant, j'en parle dans cette vidéo-là, donc vous pouvez aller y faire un tour après si vous voulez. Les éclairs noirs qu'on voit dans le générique du Château dans le ciel, ça pourrait correspondre aux 7 jours de feu. Ensuite, remarquez que le thème du vent est au centre de ces deux œuvres. Je veux dire, de Nausicaa et surtout du générique du Château dans le ciel. Et tu vas dire la même chose pour Le vent se lève? Oui, alors je vois où tu veux en venir, hein, mais laisse-moi poursuivre. La thématique des moulins, le vent qui continue de souffler, peu importe que l'humanité se déchire ou non, les vaisseaux géants, et puis les petits modules volants de pirates là, ou le deltaplane de la fin, ça n'est pas sans rappeler les véhicules qu'on peut retrouver dans Nausicaa de la vallée du vent. Ensuite, il y a physiquement une ressemblance entre les personnages quand même, non? Chita, Pazu d'un côté... Non. Et sur la Piuta, que retrouve-t-on? Des renards écureuils, comme Teto dans Nausicaa. Et ouais. Et là, ça devient intéressant, parce que au-delà de l'easter egg, du clin d'œil, on est dans une possible continuité scénaristique. Et ce n'est pas tout, car les deux œuvres ont leur arme de dissuasion massive. Et celle de Nausicaa, c'est un dieu guerrier géant. Et voici ce à quoi il ressemble. Et sa force de frappe, c'est par de puissants lasers qu'il la manifeste. Avouez qu'il y a de quoi être troublé, ou du moins se poser la question. Très honnêtement, moi, la première fois que j'ai vu Nausicaa, j'avais déjà vu le Château dans le ciel, et mon réflexe a été de me dire « Ah ouais, ça ressemble beaucoup au robot quand même, ça ressemble beaucoup au robot du Château dans le ciel. » Bon, en réalité, peut-être pas tant que ça, mais voilà, avouez qu'il y a quand même de quoi être troublé, ou du moins de se poser la question. Si on établit une sorte de chronologie de cet univers combiné, il y aurait donc d'abord eu le monde de Gulliver et sa rencontre avec la Piuta, puis le monde aurait continué de développer ses nouvelles technologies, les machines à vapeur, les dirigeables, les avions, puis les gigantesques cités volantes, avant que n'ait lieu un gigantesque conflit apocalyptique que seraient donc les 7 jours de feu dont on a parlé tantôt, et après c'est là que se situe le film et le manga de Nausicaa. Ensuite, pendant des siècles, l'humanité peine à se rétablir jusqu'à progressivement redémarrer le cycle avec de tout nouveaux personnages et un nouveau film, Le Château dans le ciel. Ce cycle s'est même peut-être déjà produit auparavant, comme pourraient l'indiquer les allusions de Muska à la Bible ainsi qu'au Ramayana. Seul vestige de ces siècles oubliés, la Piuta flottant toujours haut dans le ciel et qui va décider du destin des protagonistes encore des millénaires après. Et voici donc que ces deux monuments de Miyazaki sont plus liés qu'on ne le croit. Ou alors c'est juste que c'est un monde de fiction qui demande pas plus de chronologie, de référencement ou de world building que ça. Mais bien sûr qu'on est dans une fiction, mais c'est une fiction qu'on analyse. Et puis tu vois bien que cette enquête est un prétexte pour citer les références du film. Les autres sources du film. On a parlé des influences principales du film, mais il en reste encore un certain nombre à aborder. On a parlé rapidement de la tour de Babel, à laquelle la forme même de la Piuta fait vraiment beaucoup penser. Ça c'est un motif très biblique, hein, ça vient de l'Ancien Testament. Et là encore, c'est l'histoire de la folie des hommes qui veulent construire un monument si haut qu'il pourra toucher le ciel, voire Dieu. En tout cas, un monument si démesuré qu'il entraîne dans le texte la colère de Dieu, justement. D'ailleurs, au fait, fun fact, c'est comme ça que la Bible explique qu'on parle différentes langues. Elle dit qu'avant, il y avait une seule langue, et puis pour arrêter la construction de la tour de Babel, Dieu il dit... Bon, vous allez tous parler des langues différentes, comme ça personne ne se comprendra et vous allez arrêter de construire votre tour à la con là. Et puis après, comme ça, vous vous comprendrez pas et vous vous foutrez sur la gueule pendant des siècles. Bon, il le dit pas exactement comme ça, mais il est un petit peu fâché quand même. Chez Swift déjà, la forme de la Piuta est là pour rappeler la forme de Babel. Et déjà, la cité volante reprend le motif de la démesure humaine. En gros, l'idée c'est que les humains n'ont rien à faire dans le ciel. C'est de l'hubris, c'est de la démesure comme dans les tragédies grecques. Exactement de la même manière que Icare n'a rien à faire à voler près du soleil. Il a voulu aller au-delà de sa condition humaine et comme Muska, c'est ça qui l'a tué. Ce qui sauve Chita et Pazu, ou encore même les pirates, c'est qu'ils veulent redescendre sur Terre. Ils n'ont pas cette démesure de vouloir s'élever et rester dans les cieux. En gros, c'est Dédale. Dédale, lui aussi, il avait des ailes de cire. Mais il est redescendu sur Terre au bon moment. En tout cas, il s'est pas trop approché du soleil. Et Muska, c'est un petit peu pareil. Il s'est un petit peu trop approché du soleil et ses ailes ont fondu. Mais d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, s'il finit d'abord aveuglé et qu'ensuite, il chute. C'est ça, sa mort. Il est réduit
à une simple poussière sur l'écran qu'on peut même ne pas voir en regardant le film 5 fois. Il est réduit au peu d'importance réelle qu'il a. Il se révèle le roi des cieux et en fait c'est un détail, un pixel sur l'écran. C'est pas un hasard non plus si les engins volants qu'on retrouve chez Pazu font beaucoup penser aux ailes d'Icare. D'ailleurs, c'est plus qu'une grosse allusion aux machines volantes de Léonard de Vinci aussi, puisqu'on parle des sources. Autre source indirecte, mais importante quand même, vous savez désormais que Miyazaki s'est inspiré du roman de Swift. Ce que vous ignorez sans doute, c'est que La Piuta s'inspirait déjà de la Cité des oiseaux de Néphélococcigi, chez Aristophane. Ça, on en a déjà rapidement parlé dans mon cycle Gulliver, mais aussi ça s'inspire du royaume d'Éolie. Je vous renvoie d'ailleurs au chant 10 de l'Odyssée, où on a une cité qui s'élève à 940 mètres au-dessus de la mer, et où Éole vit dans un gigantesque palais au-dessus de la cité, donc. Bon, il flotte pas vraiment dans le ciel, mais bon, ça c'est un détail. D'ailleurs, au centre de la Piuta, on remarque un arbre gigantesque. Et ça, c'est pas un hasard, c'est une allusion à plein de choses. On peut penser à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans la Bible encore, parce que oui, c'est son nom complet, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, Adam et Ève, ils croquent dans la pomme. En fait, c'est pas une pomme, hein, c'est juste le fruit de cet arbre, mais rien n'indique que ce soit une pomme. Bref, Ève et Adam mangent dans le fruit, ils obtiennent tout un tas de connaissances, et ça les aurait rendus mortels, et ils auraient alors été chassés du jardin d'Éden, où tout était trop bien, pour rejoindre une vie plutôt merdique, où il faut travailler. Pour faire vite. On peut penser à Yggdrasil aussi, l'arbre-monde dans la mythologie nordique, sur lequel reposent les 9 royaumes et qui ferait le lien entre notre monde et le cosmos. Là encore, c'est pour faire vite. Et puis apparemment dans la mythologie shinto japonaise, l'arbre serait un symbole de croissance et de fertilité. Et il y a même, figurez-vous, un livre de l'an 712 appelé le Kojiki, littéralement les archives des choses anciennes, qui fait référence à une divinité du nom de Takagi. Takagi, ce qui signifie littéralement l'arbre élevé, l'arbre volant. Ça ne vous rappelle rien? En tout cas, pour la question de l'arbre, voici ce qu'en dit mon livre des symboles. L'arbre sert à symboliser le caractère cyclique de l'évolution cosmique. Mort et régénération, on est en plein dans le thème. Et parce que ses racines plongent dans le sol et que ses branches s'élèvent dans le ciel, l'arbre est universellement considéré comme un symbole des rapports qui s'établissent entre la terre et le ciel. Dans les sources incontournables du film, on a évidemment le voyage de Miyazaki chez les mineurs d'Angleterre, comme on l'a dit dans la précédente vidéo. Et maintenant, j'imagine que vous voyez mieux à quel point c'était important, ce voyage. Ellen McCarthy affirme que le film s'inspire également de L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre, hein, et j'en ai plus vraiment de souvenirs. À part Long John Silver, je crois. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a une sorte de chasse au trésor. Et puis surtout, le titre du film, ça a failli être ça, justement. Une référence plus ou moins évidente aussi, c'est Jules Verne. On pense à Robur et à ses dirigeables, à ses vaisseaux improbables, à 20 000 lieues sous les mers et au Capitaine Nemo. Bref, il y a là tous les ingrédients d'un roman d'aventure à la Jules Verne, avec des cartes, des antagonistes, des plot twists. Si vous voulez en savoir plus sur Jules Verne, je parle de quelques-uns de ses personnages et romans, mais aussi de son théâtre, dans cette vidéo consacrée aux personnages super-héroïques français. Le design des robots, quant à lui, il est clairement influencé par le travail de Miyazaki sur la série Lupin 3, mais il est aussi influencé par le dessin animé Les Monstres Mécaniques, un court-métrage des studios Fleischer mettant en scène Superman en 1941, qui a influencé Miyazaki. D'ailleurs, en parlant de Lupin 3, la tenue de Muska rappelle, selon moi, la tenue du comte de Cagliostro dans le premier long métrage de Miyazaki. Quant au personnage de la pirate Dora, alors ça c'est étonnant, elle semblait vraisemblablement inspirée de la propre mère de Miyazaki. Comme le dit Napier, c'est le portrait plein d'affection mais lucide d'une femme qui dirige son troupeau de grands garçons barbus bons à rien. Au fait, on a parlé de Swift, mais Miyazaki aimait à l'époque aussi bien le livre que son adaptation par les studios Fleischer, Max et Dave Fleischer, donc les voyages de Gulliver par ces studios-là. Studios dont d'ailleurs Miyazaki préférait la production à celle de Walt Disney. Et enfin, saviez-vous que Miyazaki, avant ça, avait même travaillé sur une adaptation de Gulliver ? Enfin, une adaptation au sens large. Et oui, il avait déjà beaucoup contribué à un long métrage d'animation de la Toei en 1965, intitulé, tenez-vous bien,
les voyages de Gulliver dans l'espace, Galiba no Uchu Ryoko, en 1965, et vers lequel je vous laisse un lien, qui est un film complètement lunaire, hein, par contre, hein, assez littéralement. Je vous la fais vite fait, mais un enfant échappe de justesse à un grave accident, et puis il devient ami avec un chien qui parle, avec un jouet vivant, et avec Gulliver, ouais, Gulliver qui vit depuis tout ce temps-là sur une île. Et parce que oui, en fait, il existe vraiment, hein, c'est pas juste un personnage de fiction. Et puis maintenant, de toute façon, c'est devenu une sorte de savant hyper calé qui envoie des fusées dans l'espace, style Vegapunk dans One Piece. Bref, ils partent donc au-delà des étoiles dans un pays de robots pour se battre contre des robots pour sauver d'autres robots. C'est un petit peu pété, il faudrait toute une vidéo pour en parler. Mais à un moment, il y a une petite chanson toute mignonne et bam, c'est les bombes, ça explose et les poissons ils deviennent des squelettes. C'est mignon. Il y a toujours un petit peu de cet esprit dans le château dans le ciel, je trouve. Enfin, pour en terminer avec les références, quand Muska utilise son rayon de la mort, là, il dit ceci. Dans la Bible, c'est le feu qui détruisit Sodome et Gomorre. Dans le Ramayana, c'est la flèche d'Indra. Le monde entier se prosternera à nouveau devant l'Apyuta. Et on n'a pas encore parlé du Ramayana, ou de la geste de Rama. C'est une longue épopée de la mythologie qui est un des fondements de l'hindouisme et qui rapporte les exploits de Rama, un héros de l'Inde antique dont Wikipédia dit qu'on ne sait pas s'il est légendaire ou véritable. De toute façon, le roi Arthur, quoi. Et figurez-vous qu'il a une épouse, Sita ou Shiita. Et ouais, après, faut-il y voir l'origine du nom de Shiita? L'hommage de One Piece. Ça fait presque 2 ans que je travaille à cette vidéo. Après, bon, à ma décharge, je rappelle que j'ai un métier à côté et que ça demande du temps d'avoir un métier. Le problème, c'est qu'au moment où j'écris ce paragraphe, le chapitre 1065 de One Piece vient de sortir. Et ça me pousse un petit peu à accélérer la cadence parce que tout le monde va se pencher sur la question du château dans le ciel. Et ça m'énerve un petit peu d'arriver juste un poil trop tard. Au moment où cette vidéo va sortir, je suis sûr que vous allez déjà avoir de toute façon tous les youtubeurs One Piece de France, de Navarre et du reste du monde qui auront déjà traité le sujet. Donc voilà, bah tant pis. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus, dans cette partie-là, dans ce chapitre, ça va spoiler les tout derniers événements du manga lui-même, le chapitre 1065, je parle. Donc voilà, si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à rejoindre le timecode qui s'affiche depuis un certain moment. Si là, vous n'avez pas cliqué dessus, c'est que vous avez envie d'être spoilé ou que vous connaissez la suite. En tout cas, le chapitre 1065, pardon, mais il fait quand même grave penser au château dans le ciel. Et j'ai pas attendu de voir des vidéos pour me le dire, je me suis tout de suite dit mais c'est exactement ce dont je suis en train de parler dans la vidéo. Donc voilà. Et en fait, le château dans le ciel devient même carrément comme une référence incontournable dans One Piece. Enfin, c'est assez ouf. Comme si c'était un peu la suite, quoi. En tout cas, c'est une thématique qui est finalement... On découvre qu'elle est en background du manga depuis 20 ans, quoi. En effet, et là je parle notamment du dernier chapitre, le 1065, mais voilà qu'on a des portes solides qui peuvent se matérialiser à volonté, on a des robots volants surpuissants équipés de lasers, on a surtout un royaume qui détient des technologies ahurissantes, non pas du futur, mais du passé, exactement comme à l'Apyuta. Et en fait, déjà avant ça, il y a déjà tout un arc consacré à des îles qui flottent dans le ciel dans One Piece. Difficile également de ne pas voir dans les poneglyphes un clin d'œil à ces gigantesques cubes du savoir qu'on retrouve à l'Apyuta. Le soldat géant échoué sur les ruines, on le retrouve également dans le chapitre 1065. Et puis pareil, le pouvoir de Im rappelle fortement le pouvoir du rayon destructeur dans l'Apyuta, dans le château dans le ciel. Alors j'ai vu que certains youtubeurs à cette occasion, que je suis par ailleurs, ont dit que Oda, l'auteur de One Piece, s'inspirait peut-être pour écrire son récit à ce qui s'apparente à une théorie du complot qui s'appellerait la théorie des anciens astronautes. Bon, j'en avais pas entendu en parler avant. Qui seraient donc ces anciens astronautes? Des extraterrestres venus sur Terre pour aider les civilisations à se développer davantage. Comme si c'était la seule explication possible aux prouesses réalisées par les civilisations anciennes. Et dont nous ne parvenons toujours pas à comprendre, à imaginer ni le déroulement, ni le fonctionnement précis. Ah, mais comment a-t-on fait pour ériger les statues de Moai sur l'île de Pâques, par exemple? Sauf que je crois qu'il y a un décalage entre l'œuvre de fiction et l'idée qu'on lui plaque par-dessus. L'idée des anciens astronautes, donc. À la base, dans le film ou dans le manga, c'est une idée poétique qui crédite l'ingéniosité et l'intelligence
des civilisations antiques. Alors que la théorie des anciens astronautes, elle fait quoi? Elle prend les civilisations anciennes pour de parfaites abrutis qui avaient besoin que de gentils colons viennent leur apprendre la vie. Et je trouve ça un petit peu problématique, quoi. Oui, parce que la théorie des anciens astronautes, là, c'est quand même une manière très SF de justifier des politiques coloniales. Hein, il faut se le dire. Donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Non, vraiment, je trouve ça plus poétique, plus honnête et plus humble, surtout, de créditer l'intelligence des peuples passés, tout simplement. Sinon, on se retrouve à penser constamment que les gens qui étaient avant nous étaient tous complètement cons, et de se dire « Oh, le Moyen-Âge, oh là là, ils croyaient que la Terre était plate, tout ça. » Et je crois que c'est allé un petit peu vite en besogne. En tout cas, dans One Piece, comme dans Le Château dans le Ciel, les technologies millénaires ancestrales sont bien plus avancée que la technologie d'aujourd'hui. Ça, c'est un constat, voilà, qu'on peut faire. On peut pousser le raisonnement et se dire que si Oda fait un hommage au film, alors le pays disparu, la civilisation disparue dans One Piece, devait, tout comme la Pyuta, disposer d'armes antiques d'une violence inouïe et devait tenir le reste du monde sous son joug. Et comme dans le cas de Balni Barbie, eh bien, le reste du monde s'est réuni pour renverser cette tyrannie. Et pour que personne ne fasse plus jamais appel à ce pouvoir antique, tout souvenir de ce pays et de cette époque a dû être effacé. Donc le plot twist ahurissant pourrait être que le gouvernement mondial, l'un des antagonistes principaux du manga, ait en fait été à la base une forme d'armée révolutionnaire qui a combattu pour rendre le monde plus vivable. Et donc on serait pas du tout dans le manichéisme auquel on croit avoir droit dans le manga pour le moment. Exactement de la même manière que Muska disait vouloir empêcher le monde de sombrer. Sauf que là, à la base, eh bien, ceux qui étaient à l'origine du gouvernement mondial, c'était vraiment leur volonté, c'était d'arrêter ce cycle-là. Sauf qu'en fait, ils y ont cédé, tout simplement. Comme ce monde n'est pas manichéen, eh bien, le gouvernement qui remplace ne fait que reproduire la même tyrannie, car il dispose d'armes similaires. L'hommage d'Eiichiro Oda nous permet ainsi de prendre conscience de quelque chose dans le film. Voici donc le cycle que Shiita et Pazu sont parvenus à briser. Et pour finir, quelques anecdotes. Déjà, le film a été adapté en 1998 par les studios Disney. À cette occasion, ceux-ci demandent à Joe Hisaishi, le génial compositeur du film, de composer une bande originale plus longue, de 90 minutes, 1h30, et qui soit par ailleurs orchestrale. Bon bah, c'est ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que si vous écoutez l'OST intégrale du film sur YouTube, eh ben, il y a parfois des morceaux où vous vous dites « Mais attends, c'est dans le film ça ? Je m'en souviens pas du tout. » Et voilà, si vous ne les avez jamais entendus avant, c'est parce que vous n'avez pas vu la version états-unienne. Et pour cette adaptation de Disney, c'est d'ailleurs posé la question du titre. Parce que je rappelle que dans le film japonais, le titre c'est La Pyuta, le château dans le ciel, et qu'il fallait pas choquer la communauté latino-américaine et hispanique avec le nom de La Pyuta. Alors, le problème, il a été réglé de manière assez simple. On a enlevé la première partie du titre et c'est juste devenu Le château dans le ciel. Cette version a aussi ajouté beaucoup de lignes de texte qui n'existent pas dans le film original. D'ailleurs, parfois on voit de rares mouvements de bouche qui n'ont pas de texte. On sait pas pourquoi, mais bon voilà. Ok. Les voix de Pazu et de Shiita dans cette version en font des personnages beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont à la base. On rappelle que Shiita et Pazu ont 13 ans. Et enfin, en août 2014, le mot Bals, qui est une des transcriptions de la formule à l'origine de la destruction de la Pyuta à la fin du film, eh bien, ce mot donc établit le record du plus grand nombre de tweets en une seconde en 2014. Voilà, si ça vous intéresse. Conclusion. Le château dans le ciel n'a pas connu le grand succès de Nausicaa. Et ça peut paraître étonnant aujourd'hui, alors qu'il a une fanbase solide. Mais il a eu une influence considérable sur la pop culture actuelle. One Piece, Final Fantasy, plein d'autres. Zelda d'ailleurs, avec Skyward Sword, ou surtout l'épisode qui va sortir, Tears of the Kingdom. Et avec ce film, on a déjà bien avancé dans ce qui va devenir la patte de Miyazaki, ce qui va définir ces films. Déjà, on trouve un certain intérêt au funiki, ce qui signifie l'atmosphère, mais c'est un mot qui est chargé d'une forte connotation émotionnelle. Donc un intérêt au funiki, comme je disais, plutôt qu'à l'enchaînement de gags et de cartoons qu'on peut retrouver au même moment,
aux États-Unis dans les dessins animés. On y retrouve déjà un moment de ma, c'est-à-dire une petite scène d'inaction où le personnage va regarder son reflet et sembler plongé comme dans une réflexion profonde. Et ça, cette scène de ma, on va la retrouver dans tous les films de Miyazaki après. Et par ailleurs, le film va offrir une vraie particularité des lieux, comme le dit Eleanor Cameron. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'un récit ancré dans un contexte plus large et très spécifique. Ah ben c'est sûr que pour le château dans le ciel, le travail de world building a été très bien fait. Ouais. Et enfin, la question incontournable chez Miyazaki. Certes, on est encore dans une forme de manichéisme, avec Muska qui est retors et sanguinaire et avide de pouvoir, ou bien encore Cheetah et Pazu, qui sont foncièrement gentil. Mais il ne faut pas oublier la petite nuance de la bande Adora qu'on prend d'abord pour des antagonistes avant de découvrir que, dans le fond, ils sont plutôt cool. On finit par s'attacher à eux pour de vrai, quoi. Mais surtout, les personnages les moins manichéens de l'œuvre, et c'est intéressant, je trouve, ce sont les robots. Tantôt jardiniers, tantôt armes de destruction massive, tantôt protecteurs, tantôt assassins. Déjà, Swift, l'auteur de Gulliver, se servait de la Piuta pour critiquer vivement le mouvement des Lumières, qui se servait dangereusement de la science, critiquait beaucoup Newton notamment. L'auteur n'était pas fondamentalement opposé à la science, mais il était convaincu que celle-ci devait contribuer à l'humanité. Je vous renvoie à cette magnifique scène dans la grotte avec Papy Pomme, qui dit ceci: « Les pierres dotées de pouvoir peuvent rendre les gens heureux, mais aussi provoquer le malheur. Surtout celle-ci, fabriquée par la main de l'homme. Elle m'inquiète beaucoup. » Même si Pazu est convaincu que la pierre ne peut pas être mauvaise, puisqu'elle a sauvé Cheetah par 2 fois, il sera bien obligé de s'en remettre à l'évidence. Lui et Cheetah vont devoir trancher le nœud gordien. Et oui, une fois débarrassé de la Piuta, la question de savoir si quelqu'un va s'en servir ou non comme d'une arme ne se pose plus. Merci d'avoir regardé cette ou ces 2 vidéos. Abonnez-vous si ça vous dit et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver et je vous dis à bientôt sur WhatsApp Bro. Merci beaucoup, le cycle Miyazaki reprendra avec Mon ami Totoro et je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don via Tipeee ou Utip. Merci beaucoup et à bientôt sur WhatsApp Bro.